T'es-tu déjà demandé pourquoi tu acceptes si peu dans la vie? Des miettes d'affection, de petites doses de reconnaissance, des relations à moitié vécues? Et si je te disais que rejeter ces miettes pouvait transformer complètement ton existence? Lorsque tu décides de ne pas te contenter du minimum, que ce soit en amour, en amitié ou dans ton travail, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les principes du stoïcisme nous enseignent qu'accepter moins que ce que nous méritons n'est pas une vertu, mais une prison que nous construisons pour nous-mêmes. Dans cette vidéo, je vais te révéler comment le courage de dire non aux miettes peut ouvrir la porte à des relations satisfaisantes, des opportunités extraordinaires et une vie d'abondance émotionnelle. Prépare-toi à découvrir le pouvoir transformateur qui survient lorsque tu te refuses enfin de vivre des restes émotionnels. Miettes émotionnelles. Lorsque nous parlons de miettes émotionnelles, nous faisons référence à ces petites doses de tendresse et d'attention que nous recevons de personnes qui, en réalité, pourraient nous offrir beaucoup plus. C'est comme avoir faim et se contenter de quelques biscuits salés alors qu'on pourrait avoir un repas complet. Dans nos relations amoureuses, familiales et amicales, nous acceptons souvent ces miettes sans même nous en rendre compte. T'es-tu déjà retrouvé à attendre anxieusement un message de cette personne spéciale? Lorsque cette personne répond enfin par un simple « salut » après des jours de silence, tu ressens un grand soulagement, comme si tu avais reçu un cadeau précieux. En réalité, ce que tu as obtenu, c'est juste une miette, une petite et insuffisante miette d'attention. Les miettes émotionnelles se présentent sous différentes formes dans nos vies. Cela peut être le partenaire qui ne montre de l'affection que lorsqu'il a besoin de quelque chose, l'ami qui ne t'appelle que lors de moments de crise, ou le membre de la famille qui ne reconnaît tes efforts que lorsqu'il lui est commode de le faire. Ce sont de petits gestes qui nous maintiennent piégés dans des relations incomplètes, comme si nous mendions constamment de l'affection. Pourquoi acceptons-nous si peu? La réponse réside souvent dans la peur. Peur de la solitude, peur de ne pas trouver mieux, peur de confronter la réalité que nous méritons plus. Cette peur nous maintient dans des relations tièdes, où nous recevons juste assez pour ne pas abandonner, mais jamais assez pour nous sentir réellement comblés. Les philosophes stoïciens comme Sénèque et Épictète parlèrent de l'importance de vivre en harmonie avec la nature et la vertu. Cela signifie reconnaître notre propre valeur et ne pas permettre aux autres de nous offrir moins que ce que nous méritons. Lorsque nous acceptons des miettes, nous renions notre propre nature en tant qu'être méritant un amour complet et authentique. Imagine une relation où tu dois mendier de l'attention. Ton partenaire ne montre de l'affection que lorsqu'il est de bonne humeur ou lorsqu'il veut quelque chose en retour. D'autres fois, tu attends, comptant les minutes jusqu'au prochain geste d'affection. Ce n'est pas de l'amour, ce sont simplement des miettes jetées pour te garder proche. Souvent, les personnes qui offrent ces miettes savent exactement ce qu'elles font. Elles dosent l'attention et l'affection comme on règle un robinet, donnant juste assez pour maintenir l'autre dépendant. C'est une forme de contrôle émotionnel qui peut être dévastatrice pour ceux qui sont de l'autre côté, constamment affamés de plus. Les relations basées sur des miettes émotionnelles créent un cercle vicieux de besoins et de dépendance. La personne qui reçoit les miettes s'habitue à si peu que, lorsqu'elle reçoit un geste d'affection un peu plus grand, elle ressent cela comme quelque chose d'extraordinaire. Cela déforme complètement notre perception de ce qu'est une relation saine. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle disait que nous devons vivre avec dignité et selon de hauts principes. Accepter des miettes va à l'encontre de cet enseignement, car cela nous place dans une position de subordination émotionnelle. En gros, nous disons « Je ne mérite pas un festin, alors je me contenterai des restes ». Comment identifier si tu acceptes des miettes émotionnelles? Prête attention à tes sentiments. Te sens-tu constamment insécure, anxieux par manque d'attention? Attends-tu toujours un geste d'affection qui arrive rarement? Te sens-tu valorisé uniquement lors de moments spécifiques, comme si ta valeur dépendait de l'humeur ou de la convenance de l'autre personne? Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je rejette l'amour incomplet ». Si c'est le cas, tu acceptes probablement des miettes. Un autre signe est la comparaison entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Les relations saines
ont un équilibre naturel. Elles ne doivent pas être mathématiquement égales, mais il doit y avoir de la réciprocité. Si tu donnes toujours à 100% et que tu reçois seulement 20%, quelque chose ne va pas. Rejeter les miettes émotionnelles ne signifie pas nécessairement mettre fin à toutes tes relations. Dans certains cas, il est possible de communiquer tes besoins et de fixer des limites claires. Tu pourrais dire « J'ai besoin de plus que cela pour me sentir valorisé dans cette relation ». Il est possible que certaines personnes ne se rendent pas compte qu'elles offrent seulement des miettes et, lorsqu'elles sont confrontées à cette réalité, elles peuvent changer leur comportement. Cependant, dans de nombreux cas, rejeter les miettes signifie être prête à s'éloigner. Il faut du courage pour dire « Je préfère être seul que de me contenter de moins que ce que je mérite ». Cette décision, bien que douloureuse au début, laisse de la place pour que de véritables relations enrichissantes entrent dans ta vie. Les stoïciens nous enseignent que le véritable bonheur provient d'une vie vertueuse, en harmonie avec la nature. Cela inclut le respect de soi-même, afin d'exiger plus que des miettes dans les relations. Lorsque tu rejettes les miettes, tu dis essentiellement « Je reconnais ma valeur et je n'accepterai pas moins que ce que je mérite ». Rejeter les miettes signifie aussi cesser de jouer le jeu de ceux qui les offrent. Lorsque tu cesses de répondre aux petits gestes comme s'ils étaient de grandes démonstrations d'amour, tu brises le cycle de la dépendance. Cela peut être inconfortable au début, mais c'est un pas nécessaire vers des relations plus saines. Souviens-toi, tu n'es pas né pour te contenter de peu. Tu mérites des relations où l'amour, le respect et la considération coulent naturellement, pas comme des concessions de mauvaise grâce ou des stratégies manipulatrices. En rejetant les miettes émotionnelles, tu fais le premier pas vers une vie d'abondance affective, où tes relations te nourrissent plutôt que de te laisser constamment affamer. Vertu intérieure. La philosophie stoïque nous enseigne que la vertu est le seul véritable bien. Mais qu'est-ce que cela signifie dans la pratique, surtout quand il s'agit de relations? La vertu intérieure n'est pas seulement un concept abstrait. C'est une force qui nous guide vers des relations plus saines et authentiques. Lorsque tu cultives la vertu intérieure, tu développes la capacité de voir ta propre valeur indépendamment de la validation externe. C'est comme construire une maison sur des fondations solides, plutôt que sur du sable mouvant. Les stoïciens croyaient que notre paix intérieure venait de notre propre conscience et de nos actions, pas de ce que les autres pensent ou font pour nous. Dans les relations, beaucoup de personnes cherchent constamment l'approbation, des éloges et de l'attention. Elles deviennent dépendantes des signes extérieurs montrant qu'elles sont aimées. C'est comme si leur valeur était déterminée par le nombre de j'aime sur une photo ou la fréquence à laquelle elles reçoivent des messages. Cette dépendance crée un vide intérieur qu'aucune quantité de validation externe ne pourra jamais combler complètement. La vertu intérieure nous enseigne le contraire. Elle nous montre que notre valeur ne diminue pas lorsque quelqu'un nous traite mal, ni n'augmente quand nous recevons des compliments. Notre valeur est constante et inhérente à notre existence. Lorsque nous croyons vraiment cela, nous cessons d'accepter des miettes dans les relations. Imagine Anna, qui se sentait toujours insécure dans ses relations. Elle vérifiait toujours son téléphone pour voir si son petit ami avait répondu. Elle était anxieuse quand il arrivait en retard à l'appel et ne se sentait spéciale que lors des rares moments où elle recevait un compliment. Anna vivait en fonction des miettes d'affection qu'elle recevait. Un jour, Anna commença à étudier le stoïcisme et apprit la vertu intérieure. Elle se rendit compte qu'elle cherchait à l'extérieur ce qu'elle devait trouver en elle-même. Elle commença à cultiver l'amour-propre, la confiance en soi et la paix intérieure. Peu à peu, il se rendit compte qu'il n'avait plus autant besoin de la validation de son petit ami. Il n'était plus anxieux d'attendre des messages, et le plus important, il commença à réaliser qu'il méritait quelque chose de plus que des miettes. C'est cela, le pouvoir de la vertu intérieure. Elle nous libère du besoin désespéré d'approbation extérieure. Lorsque nous nous sentons complets intérieurement, nous n'acceptons pas des relations à moitié terminées. Sur le plan pratique, cultiver la vertu intérieure signifie développer certaines qualités essentielles. Tout d'abord, la connaissance de soi. Plus tu te connais toi-même, tes valeurs, tes limites, tes besoins et tes désirs, moins tu auras de chances d'accepter des relations qui ne te respectent pas pleinement.
La conscience de soi t'aide à identifier quand tu reçois des miettes au lieu d'un festin émotionnel. Deuxièmement, l'autosuffisance émotionnelle. Les stoïciens valorisent beaucoup l'autosuffisance, non pas dans le sens de ne pas avoir besoin de quelqu'un, mais de ne pas dépendre émotionnellement des autres pour se sentir bien. Lorsque tu développes cette qualité, tu deviens capable de donner et de recevoir de l'amour de manière saine, sans désespoir ni dépendance. Troisièmement, l'intégrité. Cela signifie être fidèle à tes valeurs, même lorsque c'est difficile. Si tu valorises l'honnêteté, le respect et l'engagement, tu n'acceptes pas des relations dans lesquelles ces valeurs sont constamment violées. Ton intégrité devient une boussole qui te guide loin des relations toxiques. Quatrièmement, le courage. Il faut du courage pour rejeter les miettes, surtout lorsque nous avons peur de la solitude. Le courage nous permet de dire non aux relations qui nous diminuent et oui à la possibilité de quelque chose de mieux, même si cela signifie être seul un moment. Beaucoup de personnes restent dans des relations vides parce qu'elles ont peur de la solitude. Elles préfèrent la mauvaise compagnie à l'absence de compagnie. Mais les stoïciens nous rappellent qu'il vaut mieux être seul que dans de mauvaises compagnies. La solitude peut être un espace pour la croissance et l'auto-découverte lorsqu'elle est abordée avec la bonne attitude. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je reconnais ma valeur ». Lorsque nous cultivons la vertu intérieure, nous développons également un radar pour les personnes qui n'offrent que des miettes. Nous commençons à reconnaître les signaux, l'incohérence, les promesses vides, l'affection conditionnée par quelque chose en retour. Et le plus important, nous arrêtons de nous blâmer pour ces relations échouées. Beaucoup de personnes se blâment lorsqu'elles reçoivent des miettes. Elles pensent « si j'étais plus jolie, plus intelligente, plus intéressante, peut-être que je recevrais plus d'amour ». Mais la vertu intérieure nous enseigne que le problème ne vient pas de nous. Les personnes qui n'offrent que des miettes ont souvent leurs propres limitations émotionnelles qui les empêchent d'aimer pleinement. Les stoïciens nous enseignent aussi le détachement sain. Cela ne signifie pas être froid ou distant, mais plutôt ne pas s'accrocher désespérément à des relations qui ne nous servent pas. Lorsque nous cultivons la vertu intérieure, nous aimons profondément, mais nous savons aussi quand lâcher prise lorsque c'est nécessaire. Carlos a été dans une relation de 5 ans avec quelqu'un qui ne montrait de l'affection que lorsqu'il voulait quelque chose en retour. Il savait qu'il méritait plus, mais il avait peur de recommencer. En travaillant sur sa vertu intérieure, Carlos trouva la force de mettre fin à la relation. Pendant les premiers mois, il se sentit seul et douta de sa décision. Mais avec le temps, il réalisa à quel point sa paix intérieure avait augmenté. Il n'était plus anxieux d'attendre des miettes d'affection. Au fil du temps, il rencontra quelqu'un qui le valorisait pleinement. La vertu intérieure nous aide aussi à pardonner, à la fois aux autres et à nous-mêmes. Peut-être as-tu accepté des miettes pendant des années et te sens-tu maintenant honteuse de cela. Le stoïcisme nous enseigne que nous faisons tous des erreurs, mais la sagesse réside dans le fait d'en tirer des leçons et de continuer. Ne te punis pas d'avoir accepté moins dans le passé. Utilise cette expérience comme une leçon pour l'avenir. Un autre aspect important de la vertu intérieure est la gratitude. Il semble contradictoire de parler de gratitude quand on rejette des miettes, mais ce n'est pas le cas. La gratitude nous aide à apprécier ce que nous avons sans nous accrocher désespérément à ce que nous n'avons pas. Lorsque nous sommes reconnaissants pour notre propre compagnie, pour la paix intérieure que nous cultivons, nous devenons moins enclins à accepter des relations insatisfaisantes uniquement par peur de la solitude. Cultiver la vertu intérieure est un processus continu, pas un objectif final. Il y aura des jours où tu te sentiras fort et sûr, et d'autres où les vieilles insécurités referont surface. C'est normal et fait partie du voyage humain. L'important est de rester engagé dans ta croissance intérieure. Lorsque tu rejettes les miettes depuis un endroit de vertu intérieure, tu ne le fais pas par colère ou ressentiment. Tu le fais avec sérénité et clarté. Ce n'est pas un rejet basé sur l'orgueil blessé, mais sur la connaissance de soi et le respect de soi. Tu reconnais simplement que tu mérites des relations complètes et tu t'ouvres à cette possibilité. La vertu intérieure nous aide aussi à établir des limites saines. Tu as l'opportunité de communiquer clairement tes besoins et tes attentes. Cela ne demande pas la perfection des autres, mais ne tolère pas moins que le respect de base
et la considération sincère. Tes limites deviennent une expression naturelle de ton respect pour toi-même, pas un ultimatum désespéré. Rappelle-toi, rejeter les miettes ne signifie pas attendre des relations parfaites. Toutes les relations ont des défis et des moments difficiles. La différence réside dans les bases. Les relations saines sont fondées sur le respect mutuel, la considération sincère et l'engagement à grandir ensemble. Les difficultés sont affrontées ensemble. Elles ne sont pas utilisées comme excuse pour offrir moins que ce que l'on est capable de faire. La vertu intérieure nous donne une vision pour différencier entre les relations imparfaites mais précieuses et les relations fondamentalement déséquilibrées dans lesquelles nous ne recevons que des miettes. Cette clarté est l'un des plus grands cadeaux du développement personnel. L'amour incomplet est comme un verre à moitié vide qui ne se remplit jamais, peu importe combien tu attends. C'est le genre de relation dans laquelle tu as toujours l'impression qu'il te manque quelque chose, comme si tu regardais un film à moitié terminé ou lisais un livre avec des pages arrachées. Beaucoup de gens passent des années, parfois des décennies, dans des relations où ils ne reçoivent qu'une fraction de l'amour qu'ils méritent. Comment reconnaître un amour incomplet? En général, il se cache sous l'apparence de presque suffisant. C'est le partenaire qui dit t'aimer, mais qui n'a jamais le temps d'être avec toi. C'est cette personne qui te valorise seulement quand tu es heureux ou quand tu as besoin de quelque chose. C'est la relation dans laquelle tu te demandes constamment: est-ce tout ce qu'il y a? Dans l'amour incomplet, il y a de bons moments, et ce sont précisément ces moments qui nous maintiennent coincés. Ce week-end parfait après des mois de distance émotionnelle, ce cadeau spécial après des semaines d'ignorance, cette déclaration d'amour qui apparaît juste au moment où tu pensais abandonner. Ces moments agissent comme un appât qui nous maintient dans l'espoir qu'un jour l'amour incomplet deviendra complet. La philosophie stoïcienne a beaucoup à nous apprendre sur l'amour incomplet. Les stoïciens croyaient que nous devons accepter la réalité telle qu'elle est, non pas comme nous aimerions qu'elle soit. Lorsque nous sommes amoureux de manière incomplète, nous nous accrochons souvent à une version imaginaire de la relation, ce que cela pourrait être si l'autre personne changeait. Si les circonstances étaient différentes, si nous avions plus de temps ensemble. Mariana était dans une relation depuis 5 ans. Son petit ami était affectueux et attentionné, mais de temps en temps, la plupart du temps, il était émotionnellement absent. Il montrait rarement un intérêt sincère pour ses sentiments et mettait toujours ses propres besoins en priorité. Mais ces rares moments de connexion étaient tellement intenses que Mariana se convainquit que c'était la véritable version de lui et que tout le reste n'était qu'une phase passagère. Le problème, c'est que dans l'amour incomplet, l'exception ne devient jamais la règle. Ces moments spéciaux ne sont que des îles dans un océan d'insatisfaction, et plus nous passons de temps à accepter des miettes d'affection, plus notre perception de ce qu'est l'amour sain est déformée. Les stoïciens ont également parlé de l'importance de distinguer ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas contrôler dans une relation. Nous ne pouvons pas contrôler les sentiments ou les actions de l'autre. Si quelqu'un n'est capable d'offrir qu'un amour à moitié, aucun effort, compréhension ou sacrifice de notre part ne changera cela. La seule chose que nous pouvons contrôler est notre décision de rester ou de partir. Souvent, nous restons dans un amour incomplet par peur de l'inconnu. Et si je ne rencontre jamais quelqu'un d'autre? Et si toutes les relations sont comme ça? Et si je suis trop exigeant? Ces peurs nous maintiennent coincés, acceptant moins que ce que nous méritons. Un aspect particulièrement douloureux de l'amour incomplet est l'inconstance. Un jour, on se sent comme la personne la plus importante du monde. Le lendemain, on attire à peine l'attention. Cette montagne russe émotionnelle crée une sorte de dépendance. On devient dépendant de ces moments d'extase, prêt à supporter de longues périodes de bas, juste pour retrouver cette connexion. Le stoïcisme nous enseigne que la vertu, qui inclut la sagesse, le courage, la justice et la modération, doit guider nos décisions. La sagesse nous aide à voir la relation telle qu'elle est vraiment, pas comme nous aimerions qu'elle soit. Le courage nous donne la force de partir quand c'est nécessaire. La justice nous rappelle que nous méritons d'être traités avec respect et considération, et la modération nous empêche de nous perdre complètement dans une relation qui nous offre si peu. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je n'accepterai pas moins que ce que je mérite ». Un autre problème avec l'amour incomplet est qu'il occupe l'espace qui pourrait être rempli par l'amour total.
Tant que nous restons attachés à quelqu'un qui ne nous offre que des miettes, nous bloquons la possibilité de trouver quelqu'un qui nous offrira un festin émotionnel. C'est comme loger dans un hôtel de 2e classe alors que nous pourrions être dans un 5 étoiles, simplement parce que nous connaissons déjà le chemin et avons peur de nous perdre à la recherche de quelque chose de mieux. L'amour incomplet affecte également notre estime de soi. Quand nous recevons continuellement moins que ce que nous méritons, nous commençons à croire que nous ne méritons peut-être pas plus. Notre perception de nous-mêmes baisse et nous en venons à voir les miettes comme des repas complets. Rejeter l'amour incomplet ne signifie pas chercher la perfection. Toutes les relations ont des défauts et des moments difficiles. La différence réside dans la base, l'intention et le modèle. Dans une relation saine, les deux partenaires s'efforcent de rendre l'autre heureux, de grandir ensemble, de résoudre les conflits de manière constructive. Il existe une base solide de respect, de considération et d'engagement. Dans l'amour incomplet, cette fondation n'existe tout simplement pas. Il y a des moments de connexion, oui, mais ce sont des îles isolées, pas un continent solide. En général, l'effort vient d'un seul côté, et toute tentative de discuter des problèmes est perçue comme un drame ou une surcharge. Lorsque nous rejetons l'amour incomplet, nous faisons de la place pour quelque chose de mieux, que ce soit une nouvelle relation ou une période de redécouverte de soi. Beaucoup de gens découvrent, après avoir quitté un amour incomplet, qu'ils préfèrent être seuls que mal accompagnés. La solitude a ses défis, mais elle offre aussi la paix, l'autonomie et l'opportunité de se reconnecter avec soi-même. Paula a mis fin à une relation de 7 ans dans laquelle elle se sentait toujours insuffisante. Dans les premiers mois, elle a dû affronter la douleur de la séparation et la peur de la solitude, mais peu à peu, elle s'est rendue compte que sa maison était plus calme, qu'elle dormait mieux, qu'elle n'avait plus à marcher sur des œufs pour ne pas réveiller l'irritation de quelqu'un. Elle a commencé à redécouvrir d'anciens passe-temps, à renforcer ses amitiés et à construire une vie qui la satisfaisait indépendamment du fait qu'elle soit en couple. Les stoïciens croyaient que le véritable bonheur vient de vivre selon la nature et la vertu. Une relation qui nous fait constamment sentir diminués, incertains ou anxieux, va à l'encontre de notre nature en tant qu'être cherchant la croissance et l'harmonie. Rejeter ce type de relation n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autopréservation. Parfois, il est possible de transformer un amour incomplet en quelque chose de plus satisfaisant grâce à une communication honnête et en établissant des limites claires. Si tu sens que ta relation a un potentiel, cela peut valoir la peine d'essayer cette approche avant d'abandonner. Parle ouvertement de tes besoins, explique comment tu te sens quand ils ne sont pas satisfaits et observe la réaction de l'autre personne. Fernando s'est rendu compte qu'il recevait des miettes émotionnelles de sa partenaire depuis des années. Plutôt que de partir immédiatement, il décida d'avoir une conversation franche. Il expliqua qu'il se sentait abandonné et qu'il avait besoin de plus d'attention, d'affection et de considération. À sa surprise, sa partenaire ne s'était pas rendu compte de l'impact de son comportement et était prête à travailler sur la relation. Avec le temps et les efforts mutuels, ils ont pu construire quelque chose de plus équilibré et satisfaisant. Cependant, ce n'est pas l'histoire la plus courante. Dans la plupart des cas, quand quelqu'un n'est capable d'offrir qu'un amour incomplet, il y a des raisons profondes pour cela, que ce soit un traumatisme non résolu, une incompatibilité fondamentale de valeurs ou simplement l'absence de sentiments suffisamment forts. Dans ces cas, la personne se met souvent sur la défensive lorsqu'on la confronte, promet des changements qui ne se produisent jamais ou te fait sentir coupable d'en faire trop. Le stoïcisme nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Si, après des tentatives honnêtes de communication, la relation reste incomplète, la sagesse réside dans l'acceptation de cette réalité et dans la prise de décision basée sur cela, pas sur l'espoir d'un futur différent. Rejeter l'amour incomplet est une façon d'affirmer « je sais ce que je mérite » et c'est plus que cela. C'est un acte de respect de soi qui, bien que douloureux à court terme, ouvre la voie à des relations plus satisfaisantes dans le futur, que ce soit avec d'autres personnes ou avec soi-même. Rappelle-toi, un amour complet n'est pas parfait, mais il est authentique, constant et enrichissant. Il te fait grandir, il ne te diminue pas, il t'apporte la paix, pas l'anxiété constante. Il te fait te sentir valorisé, non comme une option, et surtout,
Il te fait sentir que tu es suffisant tel que tu es, pas quelqu'un qui doit constamment prouver sa valeur pour mériter des miettes d'affection. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à la qualité de tes amitiés? Combien d'entre elles sont véritablement profondes et combien sont simplement superficielles? Les véritables amitiés sont comme des diamants dans un monde de verre coloré, rares, précieuses et incassables. Lorsque nous rejetons les miettes dans les amitiés, nous faisons place à des connexions authentiques qui peuvent transformer nos vies. Dans la philosophie stoïque, les amitiés occupent une place spéciale. Sénèque, l'un des grands penseurs stoïques, écrivait abondamment sur l'importance de bien choisir ses amis. Il disait que nous devons choisir nos amis non pas pour l'utilité qu'ils nous apportent, mais pour le caractère qu'ils possèdent. Une amitié basée uniquement sur le bénéfice mutuel n'est pas une amitié, c'est une transaction. Beaucoup de personnes maintiennent de vastes cercles sociaux avec des dizaines, voire des centaines d'amis sur les réseaux sociaux. Mais ils ressentent un profond vide lorsqu'ils ont besoin d'un soutien réel. Ils ont beaucoup de connaissances pour les fêtes et les conversations superficielles, mais ils n'ont personne avec qui partager leurs peurs, leurs rêves et leur vulnérabilité. Ils acceptent des miettes de connexion au lieu de chercher la profondeur. Comment identifier si vous acceptez des miettes dans vos amitiés? Observez les patterns. Vos amis n'apparaissent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Les conversations restent toujours superficielles. Vous vous sentez constamment épuisé après les avoir rencontrés au lieu d'être rechargé d'énergie. Vous êtes toujours celui qui initie le contact, qui organise les rencontres, qui se soucie de garder l'amitié vivante. Si vous avez répondu positivement à plusieurs de ces questions, vous acceptez probablement moins que ce que vous méritez. Les véritables amitiés se révèlent non seulement dans les bons moments, mais surtout dans les épreuves. Comme l'a dit Épictète, un autre philosophe stoïcien, les circonstances ne révèlent pas l'homme, elles le révèlent aux autres. Il en va de même pour les amitiés. Les moments difficiles montrent qui se soucie vraiment de vous et qui profitait seulement des bons moments. Rejeter les miettes dans les amitiés signifie établir des critères plus élevés pour les personnes que vous laissez entrer dans votre cercle intime. Il ne s'agit pas d'exiger la perfection ou de créer des tests impossibles, mais d'observer la cohérence, la réciprocité et un véritable intérêt. Les stoïciens croyaient en le concept d'amitié vertueuse, fondée sur des valeurs partagées et un désir mutuel de croissance. Une telle amitié n'est ni commode ni circonstancielle. Elle repose sur quelque chose de plus profond. Comme l'a écrit Sénèque, l'amitié profite toujours, mais l'amour fait parfois du mal. Un aspect important des véritables amitiés est l'honnêteté. Les vrais amis ne vous flattent pas seulement, ils vous disent aussi des vérités difficiles quand c'est nécessaire. Comme l'a souligné Marc Aurèle, il est essentiel d'avoir quelqu'un qui nous corrige, tout comme un médecin prend soin de son patient. Accepter des miettes signifie se contenter de relations où tout le monde est d'accord par commodité, où personne ne se soucie vraiment d'aider l'autre à s'améliorer. Carolina avait une meilleure amie qui était toujours d'accord avec tout ce qu'elle disait. Au début, cela semblait parfait. Qui n'aime pas toujours avoir raison? Mais avec le temps, Carolina s'est rendue compte que cette amie n'a jamais été vraiment présente. Elle a automatiquement accepté d'éviter des conversations plus profondes, a gardé des secrets inutiles pour ne pas avoir de problème et n'a jamais partagé ses propres luttes. C'était une amitié de façade, sans substance réelle. Les véritables amitiés impliquent également un équilibre entre donner et recevoir. Elles ne doivent pas être mathématiquement égales. Il y aura des moments où un ami aura plus besoin de soutien que l'autre, mais avec le temps, il doit y avoir réciprocité. Beaucoup de personnes se retrouvent dans des amitiés unilatérales, où elles donnent toujours du soutien, écoutent des problèmes et offrent de l'aide sans recevoir la même chose en retour. Marcos était l'ami thérapeute de son groupe. Tout le monde venait le voir pour se confier, demander des conseils et chercher un soutien émotionnel. Il était toujours disponible, annulait des rendez-vous pour aider ses amis et connaissait les problèmes de tout le monde, même dans les moindres détails. Mais lorsque Marcos a traversé un divorce difficile, il s'est rendu compte qu'il n'avait personne à appeler. Ses amis lui ont envoyé de courts messages de soutien, mais personne ne s'est réellement proposé de rester avec lui durant sa crise. Rejeter les miettes dans les amitiés peut être douloureux au début. Il se peut que vous vous retrouviez avec un cercle social réduit,
à passer plus de temps seul. Vous pourriez ressentir le manque des anciennes habitudes, des sorties en groupe, des conversations légères, mais cet espace vide devient bientôt un terrain fertile pour des connexions plus significatives. Les stoïciens nous rappellent que la qualité est plus importante que la quantité. Comme l'a écrit Sénèque, considère si tu veux avoir beaucoup d'amis ou de bons amis. Avoir quelques vrais amis apporte plus de bonheur et de croissance que des douzaines de connexions superficielles. Un autre signe que vous acceptez des miettes, c'est lorsque vous devez constamment changer qui vous êtes pour être accepté. Les véritables amitiés vous permettent d'être authentique avec vos qualités et vos défauts. Si vous jouez toujours un rôle, cachez vos opinions ou feignez des intérêts pour plaire, vous êtes probablement dans des relations qui ne vous offrent que des miettes d'acceptation. Les véritables amitiés sont celles où vous pouvez montrer vos vulnérabilités sans craindre d'être jugé, où vous n'avez pas toujours à être fort, avoir raison ou réussir, où vous pourrez partager vos doutes, vos échecs et vos insécurités en sachant que vous serez accepté de toute façon. Beaucoup de gens ne gardent que des amitiés superficielles, où chacun doit sembler parfait tout le temps. Rejeter les miettes dans les amitiés signifie aussi établir des limites saines. Les vrais amis respectent votre temps, vos besoins et vos valeurs. Ils ne demandent pas une disponibilité constante, ils ne vous imposent pas des choix basés sur du chantage émotionnel, ils ne manquent pas de respect à ce qui est important pour vous. Les philosophes stoïciens croyaient que nous devrions choisir des amis qui nous aident à devenir de meilleures personnes. Épictète a suggéré d'observer comment nous nous sentons après avoir passé du temps avec quelqu'un. Est-ce que nous devenons plus calmes ou plus agités? Plus centrés sur nos valeurs ou plus éloignés d'elles? Plus inspirés pour grandir ou plus enclins à des comportements dont nous nous repentirons plus tard? Lorsque nous rejetons les miettes dans les amitiés, nous créons un espace pour des relations qui nous élèvent vraiment. Des amitiés qui nous inspirent à être meilleurs, qui nous offrent un soutien inconditionnel, qui célèbrent nos réussites sans envie et partagent notre douleur sans jugement. Souvenez-vous, les véritables amitiés ne sont pas parfaites. Il y aura des désaccords, des périodes d'éloignement et des moments de déception. La différence réside dans les bases. Les véritables amitiés reposent sur le respect mutuel, des valeurs partagées et un amour sincère. Lorsqu'il y a des problèmes, les deux parties sont prêtes à résoudre, comprendre et pardonner. Rejeter les miettes dans les amitiés est une façon d'honorer non seulement vous-même, mais aussi la véritable signification de l'amitié. C'est reconnaître que les connexions humaines authentiques sont l'un des plus grands trésors de la vie, et que, pour cette raison même, elles méritent plus que des restes d'attention, de respect et de considération. Comme l'a dit Sénèque, aucune possession, aucune quantité d'or n'est plus précieuse qu'un ami. Lorsque nous rejetons les miettes et recherchons de véritables amitiés, nous investissons dans le type de richesse qui compte vraiment, celle qui nourrit l'âme et demeure même lorsque tout le reste a disparu. Sa dignité reste intacte, même lorsque quelqu'un tente de la diminuer en offrant des miettes au lieu d'un festin émotionnel. Les anciens stoïciens, comme Marc Aurèle, insistaient sur le fait que notre dignité vient de l'intérieur. Dans ses méditations, il écrivait « Tu ne seras pas moins digne parce que tu ne reçois pas les applaudissements des autres ». Cet enseignement est fondamental pour comprendre pourquoi nous acceptons des miettes dans nos relations. Souvent, nous confondons la validation extérieure avec la valeur intérieure. Paolo s'est toujours senti insécurisé dans ses relations. Il a grandi dans une famille où l'amour était conditionné par les performances. Bonnes notes, bon comportement, réalisation visible. Cette dynamique l'a conditionné à croire qu'il devait constamment prouver sa valeur pour mériter de l'affection. En conséquence, Paolo se contentait de n'importe quelle miette d'attention ou d'approbation qu'il recevait de ses partenaires. Un simple « tu vas bien aujourd'hui » suffisait à le faire se sentir précieux, même quand généralement il était traité avec indifférence. La dignité stoïque nous enseigne que notre valeur ne croît pas lorsque nous recevons des éloges, ni ne diminue lorsque nous sommes critiqués ou ignorés. Ce principe est révolutionnaire lorsqu'il est appliqué aux relations. Lorsque nous intégrons vraiment cette idée, nous cessons de mendier des miettes d'affection, de respect ou de considération. Une manifestation courante du manque de dignité dans les relations est ce que l'on pourrait appeler la gratitude disproportionnée.
C'est lorsque nous remercions de manière excessive pour de petits gestes qui devraient être les moins attendus, en remerciant chaleureusement parce que ton partenaire a enfin répondu à un message après plusieurs jours de silence, ou en te sentant spécial parce que ton ami a pensé à ton anniversaire. Considérez comme une grande réussite le fait que quelqu'un ait simplement tenu une promesse de base. Julia était dans une relation où elle recevait rarement de l'attention de son partenaire. Lorsqu'après des semaines de distanciation, il l'invita enfin à sortir, elle se sentit tellement reconnaissante qu'elle ignora tous les signes précédents de désintérêt. Cette gratitude disproportionnée était un symptôme de sa faible dignité. Elle s'était tellement habituée aux miettes qu'elle les voyait comme des festins. Les stoïciens nous enseignent l'importance d'une perspective correcte. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous perturbent, mais nos interprétations de ces choses. » Lorsque nous appliquons ce principe aux relations, nous commençons à voir clairement ce qui est vraiment acceptable et ce qui ne sont que des miettes déguisées en générosité. La dignité stoïque ne signifie pas arrogance ni inflexibilité. Il ne s'agit pas d'exiger un traitement parfait ou de rejeter les relations dès le premier signe d'échec. Il s'agit de maintenir une évaluation équilibrée de ce que l'on peut raisonnablement attendre d'une relation saine et de ne pas compromettre cette norme par peur de la solitude ou du rejet. Elena a toujours été considérée comme trop exigeante dans ses relations. Amis et famille la critiquaient souvent pour avoir mis fin à des relations qui semblaient suffisantes. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'Elena avait développé un fort sens de la dignité. Elle n'exigeait pas la perfection, mais elle n'acceptait pas non plus qu'on la laisse constamment de côté, que ses sentiments soient ignorés ou que l'affection lui soit donnée uniquement lorsque cela convenait à l'autre. Sa dignité ne lui permettait pas de se contenter de miettes lorsqu'elle savait qu'elle méritait un festin. Une puissante manifestation de la dignité stoïque est la capacité de dire non sans culpabilité et oui sans désespoir. Beaucoup de personnes restent dans des relations insatisfaisantes parce qu'elles estiment ne pas avoir droit à plus ou parce qu'elles croient que toute relation est meilleure que pas de relation du tout. La dignité nous libère de ces fausses croyances. Richard était dans un mariage où il était constamment rabaissé. Sa femme faisait des remarques méprisantes sur son apparence, critiquait ses décisions professionnelles et montrait rarement de l'affection authentique. Pendant des années, Richard a toléré ce traitement, pensant que les relations étaient difficiles et que personne n'était parfait. Ce n'est que lorsqu'il commença à étudier le stoïcisme qu'il réalisa la différence entre accepter les imperfections naturelles et tolérer le manque de respect constant. Sa nouvelle dignité lui donne la force d'établir des limites claires et de quitter finalement la relation. Lorsque ces limites continuèrent à être violées, les stoïciens nous enseignent également l'importance d'agir en accord avec la nature et la vertu. Cela signifie que nos relations doivent refléter des valeurs telles que le respect, l'honnêteté, l'équité et la considération. Lorsque nous permettons à ces valeurs d'être systématiquement irrespectées, nous nions notre propre nature et diminuons notre dignité. La dignité stoïque se manifeste également dans la manière dont nous répondons à un mauvais traitement. Au lieu de réagir par la colère incontrôlée ou la manipulation émotionnelle, nous répondons calmement et fermement. Comme l'a suggéré Sénèque, la plupart de ce qui nous irrite pourrait être moins offensif si nous l'interprétons de manière plus généreuse. Cette approche nous permet d'établir des limites sans nous rabaisser, ni nous rabaisser nous-mêmes, ni l'autre. Lorsque Camilla se rendit compte que sa meilleure amie ne venait vers elle que lorsqu'elle avait besoin d'aide, mais ne répondait jamais lorsqu'elle avait besoin de soutien, elle avait deux options: exploser en accusations amères ou s'éloigner silencieusement sans explication. Au lieu de cela, elle choisit la voie de la dignité stoïque. Elle parla calmement avec son amie, expliquant comment elle se sentait et établissant des limites claires pour l'avenir de leur amitié. Il n'y avait pas de colère dans ses paroles, juste la tranquille certitude de celle qui connaît sa propre valeur. L'un des plus grands défis pour maintenir la dignité dans les relations est la peur de la solitude. Beaucoup de gens préfèrent une mauvaise compagnie à ne pas être seuls. Cependant, les stoïciens considéraient la solitude comme une opportunité pour le développement personnel et la paix intérieure. Comme l'a écrit Sénèque, « Personne ne s'accompagne sauf les sages ». Lorsque nous cultivons la dignité stoïque, nous commençons à réaliser que rester seul est préférable à être avec quelqu'un qui diminue notre paix
notre sens de la valeur ou notre connexion avec nos principes. La solitude ne devient pas un état à craindre, mais une condition temporaire qui nous permet de grandir et, finalement, d'attirer des relations qui reflètent notre valeur intérieure. Fernando a passé des années à passer d'une relation insatisfaisante à une autre, toujours par peur de la solitude. Après une rupture particulièrement douloureuse, il décida d'étudier la philosophie stoïque et de travailler sur sa dignité personnelle. Il passa une année intentionnellement seul, développant la connaissance de soi, renforçant les vraies amitiés et clarifiant ses valeurs. Lorsqu'il rencontra finalement quelqu'un de spécial, il entra dans la relation non par désespoir ou peur, mais par un choix conscient, basé sur des valeurs partagées et le respect mutuel. La dignité stoïque nous aide également à identifier quand nous recevons des miettes déguisées en festin. Souvent, de petits gestes de considération, après de longues périodes d'abandon, sont présentés comme de grandes démonstrations d'amour. La personne qui t'ignore pendant des semaines et puis revient avec un cadeau, espérant que tout sera oublié. L'ami qui n'a jamais de temps pour toi, mais qui fait un grand spectacle public d'amitié sur les réseaux sociaux. Avec la dignité stoïque, nous développons la clarté pour voir ces gestes pour ce qu'ils sont vraiment. Des tentatives de maintenir la relation avec le minimum d'efforts possible. Anna était dans une relation avec quelqu'un qui la faisait souvent attendre, annulait des plans à la dernière minute et montrait rarement un intérêt réel pour sa vie. Mais tous les quelques mois, il organisait un grand geste, un voyage surprise, un cadeau cher. Une déclaration publique d'amour pendant des années. Anna a interprété ces gestes comme une preuve d'amour véritable qui compensait tous les moments d'abandon. Ce n'est que lorsqu'elle développa une dignité stoïque qu'elle se rendit compte que ces gestes n'étaient pas des démonstrations d'amour, mais des stratégies pour qu'elle continue à accepter des miettes au quotidien. Une caractéristique clé de la dignité stoïque est la cohérence entre nos paroles et nos actions. Si nous disons que nous méritons du respect, mais que nous continuons à accepter le manque de respect, nous vivons en contradiction avec nos propres principes. Les stoïciens valorisent profondément cette cohérence comme une manifestation d'intégrité. Lorsque Bruno décida enfin qu'il n'accepterait plus de miettes dans ses relations, certains amis l'accusèrent d'être trop orgueilleux ou exigeant. Mais ce que eux appelaient de l'orgueil, Bruno le reconnaissait comme de la dignité. Il n'exigeait pas la perfection, mais n'acceptait pas non plus qu'on le traite comme une option, lui qui avait donné à l'autre la priorité. Cette posture ferme attira finalement dans sa vie des personnes qui respectèrent ses limites et offraient des relations basées sur une réciprocité authentique. La dignité stoïque nous enseigne que notre valeur ne dépend pas de l'opinion ou de l'approbation des autres. Comme l'écrivait Marc Aurèle, « Vis une bonne vie. S'il n'y a pas de Dieu, alors tu as vécu une vie qui vaut la peine d'être vécue pour toi. S'il y a des dieux et qu'ils sont justes, alors ils ne se soucieront pas de la façon dont tu as adoré, mais de la qualité de ta vie. » De la même manière, notre valeur dans les relations ne dépend pas de si nous sommes choisis, appréciés ou validés par les autres, mais de l'intégrité avec laquelle nous nous engageons. Lorsque nous intériorisons vraiment ce principe, nous arrêtons d'accepter des miettes, non par fierté blessée, mais par clarté sur notre valeur inhérente. Nous n'avons plus besoin de mendier de l'attention, de l'affection ou du respect, car nous savons que notre valeur reste intacte, que nous recevions ou non ces choses des autres. Rappelle-toi, la dignité stoïque n'est pas une posture rigide ou inflexible, c'est une force intérieure silencieuse qui nous permet de naviguer dans les relations avec clarté, fermeté et authenticité. C'est savoir quand dire non, quand dire oui et quand simplement s'éloigner, toujours guidé par la boussole intérieure de nos valeurs et principes. Établir des limites, c'est comme construire des clôtures autour d'un précieux jardin. Ton bien-être émotionnel. Les limites saines ne sont pas des murs qui empêchent la connexion, ce sont des limites claires qui permettent des relations plus authentiques et respectueuses. Dans la philosophie stoïque, les limites sont directement liées au concept d'autodiscipline et de sagesse pratique, la capacité de discerner ce que nous devons accepter et ce que nous devons rejeter. Beaucoup de gens grandissent sans apprendre à établir des limites. Peut-être ont-ils grandi dans des familles où leurs besoins étaient régulièrement ignorés ou où exprimer un malaise était vu comme de l'égoïsme. En conséquence, ils sont devenus des adultes qui ne reconnaissent pas quand ils reçoivent des miettes dans leurs relations ou, pire encore,
croit qu'il ne mérite pas mieux que cela. Teresa a grandi avec une mère qui sacrifiait constamment ses propres besoins pour ceux des autres. Elle voyait sa mère épuisée, accablée, mais disant toujours oui à plus de tâches, plus de services, plus de responsabilités. Naturellement, Teresa a intériorisé ce comportement dans ses relations adultes. Elle se retrouvait régulièrement épuisée, toujours disponible pour les autres, tandis que ses propres désirs et besoins restaient en second plan. Lorsque son petit ami commença à apparaître seulement quand il avait besoin de quelque chose, Teresa ne se rendit même pas compte qu'elle recevait des miettes. Pour elle, les relations signifieraient un sacrifice constant. Dans la perspective stoïque, les limites n'ont pas pour but de contrôler les autres, mais d'assumer la responsabilité de nos propres expériences. Épictète, l'un des grands stoïciens, enseigne que certaines choses sont sous notre contrôle, tandis que d'autres ne le sont pas. Nous ne pouvons pas contrôler comment les autres nous traitent, mais nous pouvons contrôler ce que nous acceptons et comment nous répondons. Les limites saines commencent par la connaissance de soi. Il faut savoir ce que nous valorisons, ce que nous tolérons et ce qui est inacceptable pour nous. Sans cette clarté intérieure, il est impossible de communiquer des limites extérieures. Beaucoup de gens se retrouvent à accepter des comportements qui les blessent parce qu'ils ne se sont jamais arrêtés pour réfléchir à ce qu'ils veulent vraiment et méritent dans leurs relations. L'un des aspects les plus difficiles d'établir des limites est de surmonter la culpabilité. Beaucoup de gens se sentent mauvais ou égoïstes lorsqu'ils commencent à dire non. La philosophie stoïque offre ici une perspective précieuse. Établir des limites n'est pas un acte d'hostilité, mais d'honnêteté et d'intégrité. Comme l'écrivait Sénèque, « Associe-toi avec ceux qui te rendront meilleur, accueille ceux que tu peux rendre meilleurs. » Les limites permettent des relations qui sont réellement bénéfiques pour les deux parties. Anna avait un schéma clair dans ses amitiés. Elle était toujours disponible indépendamment de ses propres besoins. Lorsqu'elle commença enfin à établir des limites, « Je ne peux pas te voir aujourd'hui, j'ai besoin de repos » ou « Je préfère ne pas en parler », elle ressentit une culpabilité accablante. Avec le temps, elle se rendit compte que ses vrais amis respectèrent ses limites et appréciaient même son honnêteté. Ceux qui réagirent par manipulation ou colère révélaient simplement qu'ils valorisaient la commodité d'Anna plus que son bien-être. Les limites saines ne sont pas statiques. Elles évoluent avec le temps et varient selon la relation. Avec la famille, les amis proches, les collègues et les partenaires romantiques, nous établissons différentes limites. La flexibilité est importante, mais elle doit provenir d'un endroit de choix conscient, non de peur ou d'insécurité. Les stoïciens nous enseignent l'importance de la proportionnalité. Répondre aux situations de manière appropriée, sans exagérer ni minimiser. Cela s'applique parfaitement aux limites. Certaines limites ne sont pas négociables, comme ne pas tolérer les abus physiques ou émotionnels, tandis que d'autres peuvent être plus flexibles, comme le temps que vous passez avec certaines personnes. Marcelo a tracé une ligne ferme après que sa petite amie ait consulté son téléphone sans permission. « Je respecte ma vie privée ou nous ne pouvons pas continuer ensemble. » En revanche, concernant le temps passé ensemble devant les amis, Marcelo fut plus flexible. « Je préfère que nous passions au moins 2 soirées ensemble par semaine, mais nous pouvons nous ajuster si quelque chose d'important survient. » Cette approche équilibrée permit la fermeté là où c'était nécessaire et la flexibilité là où c'était possible. L'un des plus grands défis lors de l'établissement de limites est la communication. Beaucoup de gens oscillent entre les extrêmes. Soit ils ne disent de rien jusqu'à ce qu'ils explosent de frustration, soit ils communiquent les limites de manière agressive ou accusatoire. L'approche stoïque suggère une communication claire, calme et directe, centrée sur le « je » plutôt que sur le « tu ». Au lieu de dire « tu m'appelles toujours tard la nuit, c'est tellement égoïste », une communication basée sur des limites saines serait « je ne suis pas disponible pour des conversations après 22 heures, cela affecte mon sommeil et mon bien-être ». Nous pouvons parler pendant la journée ou établir un horaire qui fonctionne pour les deux. À Lucia, il était difficile d'établir des limites avec son patron, qui lui envoyait souvent des emails l'après-midi et le week-end, en attendant des réponses immédiates. Après des mois de stress et d'épuisement, Lucia finit par communiquer. « Je serai disponible pour répondre aux emails pendant les horaires de bureau, du lundi au vendredi. Pour les véritables urgences, vous pouvez m'appeler. »
Cela me permettra de bien me reposer et d'être plus productive pendant la journée de travail. À sa grande surprise, son patron respecta cette limite. Il n'avait tout simplement jamais envisagé l'impact de ses attentes. Établir des limites avec les personnes auxquelles nous avons l'habitude de faire plaisir peut être particulièrement difficile. La peur du rejet ou de l'abandon nous pousse souvent à accepter des miettes, au lieu d'exiger le respect que nous méritons. Les stoïciens nous rappellent que nous devons valoriser notre paix intérieure avant l'approbation extérieure. Épictète conseillait: il est impossible qu'une personne apprenne ce qu'elle croit déjà savoir. De même, il est impossible de construire des relations saines si l'on pense que l'on n'a pas le droit d'établir des limites, ou si l'on considère que l'acceptation constante est une manière de gagner l'amour. Pedro était amoureux de sa meilleure amie depuis des années et était toujours disponible pour elle. Il lui offrait un soutien émotionnel, l'aidait avec ses changements, écoutait ses coups de colère à propos des autres hommes avec lesquels elle sortait. Intérieurement, Pedro souffrait, mais il croyait qu'en étant constamment disponible, il finirait par être choisi. Lorsqu'il finit par poser des limites, « Je ne peux pas être ta conseillère amoureuse tant que j'ai des sentiments pour toi », il eut l'impression de risquer tout. En réalité, il ne faisait que rejeter les miettes et faire de la place pour une véritable relation, que ce soit avec elle ou avec quelqu'un d'autre dans le futur. Rejeter les miettes, grâce aux limites saines, ne consiste pas seulement à dire non aux traitements inappropriés, mais aussi à créer un espace pour des relations qui nous nourrissent réellement. Lorsque nous cessons d'investir de l'énergie dans des personnes qui ne nous offrent que des miettes, nous avons davantage à donner à celles qui apportent réciprocité et respect véritable. Camilla avait réalisé depuis longtemps qu'une amie d'enfance ne venait vers elle que lorsqu'elle avait besoin de services. Elle tenta plusieurs fois de renforcer l'amitié, en l'invitant à des activités significatives et en montrant un véritable intérêt pour sa vie, mais le schéma persista. Lorsque Camilla finit par poser une limite, « J'apprécie notre histoire, mais j'ai besoin de réciprocité dans mes amitiés », elle ressentit initialement un vide. Cependant, cet espace se remplit rapidement d'autres amitiés qui recevaient auparavant uniquement son énergie résiduelle. Les limites saines incluent aussi ce que les stoïciens appelleraient les indifférents, des choses externes qui, bien qu'elles puissent être préférées ou évitées, ne déterminent ni notre vertu ni notre bonheur. Lorsque nous appliquons ce concept aux relations, nous comprenons que la réaction des autres à nos limites est une indifférence. Nous préférons l'acceptation, mais nous ne pouvons pas contrôler la manière dont les autres réagissent. Fernanda était habituée à dire oui à toute demande d'aide dans son travail bénévole, même si cela signifiait sacrifier son bien-être personnel. Lorsqu'elle commença à poser des limites, « Je peux aider 2 fois par mois, pas toutes les semaines », certaines personnes réagirent avec compréhension, d'autres avec désapprobation. Fernanda appliqua le principe stoïque. La vertu réside dans l'établissement de limites honnêtes et saines, pas dans la façon dont les autres réagissent à ces limites. Les limites saines s'appliquent aussi à ce que nous permettons dans notre esprit. Les stoïciens s'intéressaient particulièrement à la façon dont nous gérons nos pensées et impressions. Lorsque nous permettons à nos pensées de déformer la réalité, comme « peut-être qu'il est juste occupé après des semaines de silence » ou « elle a juste un tempérament fort après une humiliation publique », nous violons nos propres limites internes. Rejeter les miettes signifie être honnête avec soi-même sur ce qui se passe réellement dans nos relations, et non sur ce que nous aimerions qu'il se passe. Cette honnêteté intérieure est la base de toutes les limites externes efficaces. Rappelez-vous, établir des limites n'est pas un événement ponctuel, mais une pratique continue. Comme toute compétence précieuse, cela s'améliore avec le temps et l'expérience. Au début, cela peut sembler inconfortable, voire effrayant, mais avec la pratique, cela devient une expression naturelle du respect de soi. Comme la sage Épictète, « Dis d'abord à toi-même quel type de personne tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. Si tu veux être quelqu'un qui mérite et attire des relations complètes, pas des miettes, établir des limites saines n'est pas optionnel. C'est le chemin nécessaire vers une vie de relations authentiques, respectueuses et enrichissantes. » Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.